Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture & Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui Laurent Charc, DJ, producteur, que je laisserai se présenter lors de l'émission. Je vous rappelle que l'émission est en direct tous les jours à 14h sur Facebook et que vous retrouvez les streamings sur la chaîne Oracle Event, canal Culture & Co. Vous le savez, comme toujours, la petite question surprise à 14h30 par Oscar qui viendra poser sa petite question à l'invité du jour. Et sans plus attendre, j'accueille Laurent Charc. Coucou, Michael. Bonjour Laurent. Salut tout le monde. Salut Michael. Merci de m'inviter. Je t'en prie. Comment vas-tu? Écoute, ça va. On n'est pas encore sorti de cette période un peu bizarre. Mais écoute, on profite du beau temps, un peu de musique dans le studio dans lequel je suis actuellement. Tout va bien. Bon, impeccable. Merci à toi d'avoir accepté de participer à Culture & Co. Comme je te le disais en off, j'ai entendu parler de toi par deux personnes qui ont déjà participé à l'émission, à la fois Felco et puis Cristobal plus récemment. Tous les deux m'ont cité ton nom comme quelqu'un d'intéressant à venir inviter pour parler de son parcours et de son métier. Donc voilà, je me suis permis de te contacter pour que tu participes à Culture & Co. Donc encore une fois, merci à toi d'y participer. Écoute, merci, et puis gros bisous à Felco et à Cristobal d'ailleurs. Voilà, Alors, écoute, je te propose, comme par habitude, de structurer cet entretien en 3 parties. Et on va commencer par parler de ton métier, depuis tes débuts et même avant, puisque ce qui m'intéresse, moi, dans le parcours, c'est avant qu'on commence à exercer son métier, comment on en est arrivé là, en fait. Quelles ont été les influences, quel a été un petit peu le parcours de vie ou scolaire, quand c'est le cas ou quand c'est pertinent, pour arriver au métier que tu exerces aujourd'hui. Mais avant ça, je te laisse d'abord te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Laurent Charc, DJ, producteur, basé à Londres depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai mon studio d'enregistrement aussi, dans lequel je suis également producteur, patron d'un petit label, un humble petit label, et je fais aussi du travail de studio, de l'enregistrement, du mix, du mastering. J'ai plusieurs résidences en club ici sur Londres, dans lesquelles je travaille minimum 5 fois par semaine. Une émission de radio, donc une émission hebdomadaire d'1 heure, une syndication, puis un direct tous les premiers samedis du mois, pendant 5 heures, dans lesquels j'interviewe également des artistes de l'industrie musicale. Et donc, puis musicien, bien entendu, puisque je produis ma propre musique. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur tout ça, évidemment, en détail. Oui. On aura du temps pour ça. Comme je te le disais en introduction, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avant que tu en fasses ton métier, comment as-tu été attiré par ce domaine d'activité? Est-ce que tu étais musicien quand tu étais jeune? Est-ce que tu as commencé d'abord par mixer? Tu pratiquais un instrument? Voilà, quelles ont été tes sources au départ d'inspiration pour arriver vers ce métier? Alors, j'ai commencé le piano en effet quand j'étais tout petit. Mon père, je crois à ma naissance, avait acheté un orgue, un vieil orgue, tu sais, avec les 2 claviers et les pédales, qu'il avait placé à côté de la télévision. Donc j'ai trouvé le bouton. J'ai trouvé le bouton et je crois à 3-4 ans, je reproduisais en fait ce que j'entendais sur la télévision. Et je crois que la première chose que j'ai joué sur cet orgue, c'était le générique d'une émission de télévision. C'était le générique de. Alors, ce n'est pas Sacrée Soirée, c'était celui avec Michel Drucker. Champs-Élysées, voilà. Et donc, mon père m'a dit ça serait peut-être intéressant de me donner des cours de piano. Tu vois. Donc, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école de passion. J'ai eu un prof de musique qui venait tous les mercredis, qui était aussi un super jazzman d'ailleurs. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir. J'ai fait du classique, du solfège, mais aussi après j'ai commencé très tôt à jouer du Jean-Jacques Goldman, des Beatles, ce genre de choses.
mais ça n'a jamais été, on va dire, c'était pas prévu, il n'était pas prévu que j'en fasse un métier en fait. C'était vraiment voilà, que je faisais à côté qui me plaisait. Donc voilà, pendant 15 ans pratiquement, voilà, j'ai continué à faire du piano. À côté de ça, scolairement, j'ai fait on va dire une scolarité relativement traditionnelle. J'ai fait un lycée scientifique, j'ai fait une classe prépa pour les écoles de commerce, j'ai fait une école de commerce. Je suis monté sur Paris ensuite, où j'ai vécu pendant environ 5 ans aussi. Alors à l'âge de 14-15 ans, je me suis intéressé un petit peu aux platines aussi. J'ai eu la chance de pouvoir très jeune toucher des platines vinyles, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était le vinyle. Je n'ai jamais vraiment appris en fait, je n'ai pas fait d'école pour ça, j'ai observé. C'est un peu quand on observe ses parents en train de conduire, on apprend comme ça à conduire ou à cuisiner, tu vois. Et le jour où j'ai placé mon premier vinyle sur une platine, j'allais sur mes 15 ans, je pense avoir un petit peu le sens du rythme. Donc j'ai fait mon premier enchaînement comme ça de façon totalement naturelle et je me suis dit, putain, c'est bien ça, puis en tant qu'étudiant de faire un peu des sous sur le côté, comme ça, faire des soirées. Donc j'ai fait pas mal de soirées sur Marseille, sur Aix-en-Provence aussi, donc pas loin de Marseille. Mais encore une fois, ce n'était pas une vocation professionnelle, c'était pas vraiment quelque chose de professionnel. J'étais content de faire ça le soir, le week-end, tu vois. Sur Paris, pareil, j'ai eu la chance de pouvoir d'être résident dans des petits clubs, dans des petits bars, tu vois. Et à côté de ça, j'étais commercial, j'étais ingénieur commercial, donc quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois. J'ai commencé à produire de la musique un peu plus professionnellement. J'ai eu la chance sur Paris de pouvoir rencontrer des personnes en studio qui m'ont appris un petit peu les secrets de comment travailler le son, parce que je faisais ça vraiment de façon hyper amateur avec un boombox, avec des cassettes. Donc j'ai découvert l'univers du studio quand je suis arrivé sur Paris, donc ça remonte à, on va dire, donc environ 20 ans, tu vois, de ça. Des gens complètement fous, tu vois. Mais encore une fois, pareil, ça n'a pas été le déclencheur, tu vois. Qui a fait que j'en ai fait mon travail à temps plein. Professionnellement, j'ai eu la chance de déménager sur Londres. Alors, pas en mode sac à dos, hein, mais j'avais des amis qui me disaient « Viens sur Londres, tu vas te régaler ». Donc, j'ai passé des entretiens pour bosser. J'ai bossé dans le marketing. Le dernier travail que j'ai fait à temps plein, c'était chez Microsoft, tu vois, Microsoft Advertising. Pendant ce boulot chez Microsoft, je me suis rendu compte que le travail que je faisais dans la musique et en tant que DJ me rapportait plus, finalement, que mon boulot de 9h à 17h que je faisais chez Microsoft. Et donc, beaucoup d'amis m'ont dit essaye. Alors, encore une fois, je suis quelqu'un de très, très rationnel, très cartésien. Le travail, le boulot passion, c'est quelque chose qui est dangereux. Mais en même temps, Londres, c'est une ville qui est extraordinaire pour ça. Je me suis dit, il est vrai que si j'arrive à bien m'organiser et à faire ça à temps plein, je peux peut-être en faire mon métier. J'ai eu la chance d'avoir fait quelques titres qui ont bien fonctionné, qui ont tourné en radio. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça de façon tu vois, en full time. Et donc j'ai fait le grand saut. J'ai fait le grand saut. Et donc il m'a fallu des années, tu vois, pour faire le grand saut. Et je pense que Londres a été pour moi la meilleure place, celle qui m'a vraiment donné, tu vois, cette ville qui m'a donné l'opportunité de pouvoir devenir en fait ce que je suis aujourd'hui, en vivre bien, tu vois, en travaillant beaucoup par contre, parce que la musique c'est quand même un business. Voilà. Mais ça, tu vois, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont dit vas-y, tu vois. Voilà. Le fait que tu aies, on va dire, un bagage d'études quand même. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans la professionnalisation de ton métier de producteur? Carrément. Faire un business plan, tu vois, faire la compta de ma société, faire du marketing. Mon profil de vendeur aussi m'a pas mal aidé aussi à aller chercher des clients pour du travail de studio, tu vois. Tout ce bagage d'école de commerce et puis toute l'expérience que j'avais accumulée aussi en tant que dans le marketing, dans la vente, dans l'advertising aussi, dans la pub chez Microsoft, m'a carrément aidé pour pouvoir me lancer professionnellement. Parce qu'encore une fois, la musique,
c'est une passion, mais c'est aussi un vrai travail. Et il n'y a sûr. pas que la partie musicale en studio. Après, il y a tout le processus de vente, de promotion. Donc, et tout ce que j'ai fait avant m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Vraiment. Ouais, donc c'est bien. Alors, ça fait partie des discours, je ne sais pas comment dire ça, de vieux, enfin d'ancienne génération, mais c'est quand même bien d'entendre un jeune DJ dire qu'il a fait des études et que ça lui sert dans son métier passion. Exactement. Je pense que pour tous ceux qui rentrent dans les écoles de DJ et qui veulent en faire leur métier, ou comme toi, peut-être qui au départ sont autodidactes et se professionnalisent, on va dire, au fur et à mesure des rencontres, et en termes de montée en compétences techniques, et ben, c'est quand même bien d'avoir un bagage voilà, d'instruction minimum pour faire, évidemment, comme tu le dis toi-même, la partie non visible de l'iceberg, c'est-à-dire la communication, les contrats, la prospection, enfin voilà, toutes les choses un peu moins marrantes, mais qui font intégrante partie de ton activité de DJ et producteur professionnel. Tout à fait. En fait, tu as trois, on va dire, pour moi, je vois, il y a trois types d'artistes. L'artiste, on va dire comme moi, qui avait la chance d'avoir une expérience professionnelle en dehors de la musique et qui m'a beaucoup aidé en fait à pouvoir vendre un peu mon bout de steak, tu vois. Tu as l'artiste qui n'a pas ce bagage et qui a fait ce qu'on appelle la technique du singe. Hein. Lorsqu'on se prend une claque, on apprend. Donc, on apprend sur le tas, tu vois. Donc, on fait toutes les bêtises et c'est comme ça qu'on se forme quelque part professionnellement dans ce milieu. Ou la chance d'avoir un gros tube qui fait qu'on est propulsé d'un coup et donc on a une équipe autour de soi qui s'occupe du management, de la promotion, de l'image, ce genre de choses. Voilà. Donc, il est clair que je suis content de mon parcours, tu vois. On rêve tous du numéro 1, tu vois, mais c'est pas grave. On va dire que grâce à tout ce que j'ai fait à côté, j'ai on va dire une vie qui est relativement stable, qui est beaucoup moins risquée qu'un artiste qui pousse au milieu de nulle part, qui fait un tube et qui stresse qu'est-ce qui va se passer demain, tu vois. C'est ça. Voilà. Oui, de toute façon, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir dans ce que tu as dit. C'est le fait que voilà, tu préfères, mais comme tout artiste, j'oserais dire, avoir une espèce de régularité dans l'activité plutôt que quelque chose qui serait en dents de scie comme ça, mais qui est évidemment plus risqué. Et on peut en citer plein. Voilà. Et puis, le deuxième chose sur laquelle j'aimerais qu'on creuse un petit peu, c'est l'entourage. Tout à fait. Est-ce que tu es entouré professionnellement ou est-ce que tu es autodidacte de par ton bagage, tes instructions, tes études et je dirais les différents métiers que tu as exercés avant, tu es en capacité de répondre à tous tes besoins professionnels ou est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un, un manager, un tourneur, peut-être même un producteur, même si aujourd'hui tu produis? Ouais. Alors, je n'ai pas tout ça. C'est-à-dire qu'actuellement, je fais tout seul. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas de booker, j'ai un comptable, voilà, parce que la paperasse, c'est quelque chose sur laquelle j'ai pas envie de perdre trop de temps, donc je préfère mieux déléguer cette partie-là. Par contre, je suis très bien entouré, j'ai de très très bons amis qui me donnent de très très bons conseils, qui de temps en temps me donnent des coups de main aussi pour un tas de choses, pour de la vidéo, pour du logo, pour tout simplement du conseil artistique. Tu vois, et on se rend des services comme ça mutuellement. Voilà. Donc, ce sont des amis de confiance, tu vois, qui sont toujours honnêtes avec moi, qui me donnent toujours les bons conseils, tu vois, artistiquement, même dans ma vie personnelle, tu vois. Voilà. Et donc, d'un côté, je ne suis pas entouré professionnellement par des personnes avec lesquelles je travaille de façon régulière. Tu vois, mais j'ai un entourage, on va dire, amical, et puis la famille aussi, qui est important. La famille, c'est très, très important aussi, qui me permettent de toujours garder les pieds sur terre, de me donner les bons conseils, parce que lorsque l'on travaille pendant des heures et des heures sur un projet, de temps en temps, on n'a plus le recul nécessaire pour se dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je vais au bon endroit, tu vois. Donc voilà, donc l'entourage, être entouré des bonnes personnes, c'est très, très important. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure dans ta présentation, tu m'as présenté plusieurs activités qu'aujourd'hui tu exerces professionnellement. Toujours, moi, avec cette idée de repartir du début, lorsque tu as franchi le cap de passer d'une activité, allez, tant pis, je vais dire conventionnelle, à une activité moins conventionnelle, plus artistique,
Tout à fait. Au départ, c'était celle de DJ, si j'ai bien compris. DJ et producteur. DJ et producteur, les deux. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que lorsque tu as lâché ton boulot, Ouais. ton activité principale, c'était quoi? C'était du club? C'était je sais pas, des soirées privées, de l'événementiel? C'était déjà de mixer et d'essayer d'avoir des titres à diffuser en radio? Quelle était ta première activité? Alors, lorsque j'avais encore mon travail, on va dire conventionnel, ok, je mixais déjà dans les clubs le week-end, tu vois. Et je faisais aussi ma prod, tu vois, un peu le soir et un peu le week-end, tu vois. Et ça commençait déjà à, faut dire la vérité, à bien payer, tu vois. Voilà. J'avais les opportunités en fait de pouvoir mixer les autres soirs de la semaine en fait, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à Londres tout est ouvert tout le temps. D'accord. euh, et surtout, et la journée, pas glander, mais tu vois, mais vraiment travailler de façon beaucoup plus régulière, tu vois, la production ici en studio. Donc, on va dire, pendant, on va dire que pendant mon travail, on va dire conventionnel, j'exerçais on va dire les deux métiers, de producteur et de DJ, tu vois. Donc le samedi soir, le vendredi soir, je faisais mes soirées, puis la journée, je bossais un petit peu ma prod. Et, euh, et en fait, la transition s'est faite de façon très très souple, puisque j'ai continué à exercer ces deux fonctions, mais on va dire à plus grande échelle. C'est-à-dire que j'ai pu avoir beaucoup plus de temps pour bosser de la prod en Ah, studio. tu consacrais plus Et, de temps à l'activité musicale. exactement. Et puis, et le soir, à pouvoir aller en club et essayer de rencontrer d'autres, tu vois, d'aller tirer des opportunités pour mixer les autres soirs de la semaine. Bien sûr. Et donc Alors, voilà. Voilà. sur l'activité de club, on va dire, l'objectif de Culture Co, c'est aussi d'expliquer les métiers et surtout les parties non visibles des gens que j'ai la chance d'interviewer ici. Donc, producteur, manager, j'ai des chorégraphes, j'ai eu photographe, j'ai eu des présidents de fédération, présidents de groupe, de facture instrumentale. Enfin voilà, on doit être à une 45 émissions à peu près pour finir cette saison. Donc, concernant le DJing, DJ, Ouais. Ouais. pour ce qui est du club, je pense que les gens sont à peu près conscients du fait qu'ils t'imaginent bien derrière des platines, qu'elles soient vinyles ou pas, et Ouais. en train voilà, d'animer une soirée. J'aimerais que tu t'arrêtes et que tu présentes un petit peu plus la partie prod. Voilà. Quel est l'objectif? Avec quoi tu travailles? Vers quoi tu veux aller? Voilà. Parle-nous de cette activité, du comment, du pourquoi, avec quels moyens, avec quel but. Décris-moi cette activité. Alors, le travail de production, en deux mots, c'est le travail le plus compliqué et c'est celui qui paye le moins. C'est une bonne Voilà. introduction. Encore une fois, un numéro un, c'est top. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu la chance, mais écoute, je touche du bois, je n'ai pas encore la chance d'avoir un numéro un, j'espère bientôt. Donc, en tant que producteur, moi, donc en studio, lorsque je rentre en studio, alors, moi, je suis inspiré par la soul, par le funk, par le disco, par la house. Donc, pour ma musique à moi, ce sont des courants musicaux vers lesquels je vais tout le temps, en fait. Tu vois, donc, on va dire de James Brown à Daft Punk, tu vois. On a de la Motown, on va dire jusqu'à Daft Punk, voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire, le côté French Touch, moi, il faut qu'il y ait la ligne de basse, il faut que ça soit funky, il faut que ça soit, et puis en même temps dansant, tu vois. J'ai fait pendant très longtemps, c'est pas vraiment une erreur, mais pendant très longtemps, j'ai fait de la musique qui me plaisait, tu vois, que j'avais envie de produire, tu vois, mais qui n'est pas forcément format radio ou pas forcément format club, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire pour, de temps en temps, t'as envie de t'exprimer musicalement, tu vois. Bien sûr. Petit à petit, je me suis dit, je vais quand même essayer de faire toujours quelque chose qui me plaît, mais en le formatant un petit peu. Ce qui serait cool, c'est que je puisse pouvoir jouer mes propres sons dans mes sets en tant que DJ, tu vois. Donc, en tant que producteur, voilà, donc j'arrive dans mon studio, donc j'ai un vrai studio d'enregistrement qui est donc avec des machines, avec des claviers. Donc moi, je suis pianiste, claviériste, et à part les guitares, donc que je demande à un ami à moi qui vient en studio pour m'enregistrer des guitares. C'est mon guitariste d'ailleurs dans mon groupe de rock, parce que j'ai aussi un groupe de rock. On est à Londres, hein, donc je fais tout seul. Donc de la création jusqu'au mastering, c'est-à-dire vraiment jusqu'à la dernière étape. C'est-à-dire que j'ai des produits finis qui sortent de mon studio. Je fais du mastering aussi pour Sony, pour Universal, pour d'autres artistes aussi. Oui, d'accord. Donc après, en plus, tu sous-traites
tu es prestataire en mastering notamment. Peut-être que tu m'expliqueras d'autres choses, mais notamment pour Voilà. mastering pour des majors, on va dire, pour simplifier. Exactement. Donc, dans le studio, je fais donc de l'enregistrement. Donc, je fais de la production, vraiment de la composition, de l'enregistrement, donc des voix, des instruments, du mix, du master. Je fais de l'arrangement aussi, de titres voilà, j'ai arrangé des titres pour les rendre un petit peu plus, voilà, un peu plus Pour format. d'autres, pour d'autres, Comment? pour d'autres. Exactement, voilà. Et puis je fais aussi également des remixes, donc j'ai des commandes de remix, notamment le dernier en date qui est pour La Roche-Valmont, à le Look Coco, qui devrait sortir cet été. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai pas 36 000, j'ai pas 36 000 équipements, j'ai pas des racks en veux-tu en voilà. J'ai vraiment le strict nécessaire. J'utilise tout ce que j'ai, tu vois. Il n'y a rien qui soit superficiel et voilà, je travaille dans mon studio. Donc voilà, donc ça c'est plutôt voilà. Donc la journée, c'est Laurent le producteur, le soir c'est Laurent le DJ. Mais voilà, ça occupe bien mes journées. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, inutile de dire que ta formation de base musicale, on va dire, celle, voilà, quand tu as commencé avec ton orgue, avec les deux claviers et les pédales, et puis ensuite le piano, et puis j'imagine après le synthé et le clavier, t'aide aujourd'hui beaucoup, évidemment, dans ce que tu produis, crées, arranges, réarranges dans ton studio. Exactement. Avec un clavier, je me suis acheté récemment un clavier, donc un Yamaha, qui est un clavier extraordinaire, sur lequel tu as tout. Tu as des sons de trompette, tu as des sons de string, de piano, de basse. Donc j'ai voilà, plus ce qu'on appelle les plugins, c'est-à-dire tous les instruments virtuels que j'ai dans ma machine, tu vois, qui me permettent de pouvoir avoir un panel d'instruments relativement large. Alors après, il y a des choses que j'utilise uniquement pour la démo, tu vois, mais les guitares, par exemple, ce sont des vraies guitares. J'enregistre des vraies guitares. Donc pendant le confinement, forcément, on a fait ça à distance avec les amis. J'enregistre mes voix, tu vois, j'ai des micros radio là, j'ai un SM7, j'ai un autre micro derrière. Enfin voilà, j'ai des câbles comme tu peux voir. Voilà. Donc vraiment tout se fait ici avec des vrais chanteurs. J'utilise pas de samples. Voilà. Ouais, j'allais te poser la question parce que tu m'as parlé. Bon, c'était sous-entendu dans ton discours, dans la prod, j'imagine des machines pour les drums, les basses, les sons de synthé, tout ça. J'imagine que c'est en bécane, on va dire. En revanche, tu m'as bien parlé d'un guitariste, mais on n'avait pas encore parlé des voix. J'allais y venir. Est-ce que tu samples ou est-ce que tu enregistres des vrais chanteurs leaders qui viennent en studio? Alors j'ai fait les seules choses que je sample, ce sont les remixes non officiels que je distribue gratuitement, comme les remixes de Michael Jackson, bien entendu. J'ai pas eu la chance d'avoir Michael Jackson ici, mais voilà, le Ellie Goulding, Maroon 5, ce sont des choses que je récupère. Donc tu peux trouver sur YouTube. YouTube, c'est une bibliothèque extraordinaire. Tu tapes le nom de la chanson avec a cappella derrière, tu récupères tu vois. Donc ça, bien entendu, c'est pour générer du clic, c'est des remixes que je donne gratuitement, tu vois. Mais sinon, pour la vraie prod, il y a zéro sample. Toutes les voix sont enregistrées, soit dans un autre studio, soit ici. Il y a vraiment zéro sample. On me parle souvent des sites internet tels que Splice, où tu as des samples et des boucles libres de droit, tu sais, d'acapella, comme ça, de voix et tout. Je ne connais rien à tout ça, je n'utilise aucun de ces trucs de ça. D'accord. Ok, donc tu t'ennuies pas la journée, on va dire, avec tout ça. Non, mais après, encore une fois, il faut être hyper organisé. Il faut être hyper organisé parce qu'il y a aussi la famille, tu vois, et puis les amis, il faut quand même avoir du temps de vie sociale. Le studio est dans ma baraque, tu vois, donc de temps en temps, il faut sortir de la maison. Alors, heureusement, voilà. Dis-moi. Une question, quand même. Le fait que tu sois à Londres, est-ce que tu penses que ça t'a ouvert des portes que tu n'aurais pas eu, on va dire, à Paris? À 3000%. Ah oui. Alors, je suis très français. Je suis du Sud à l'origine, je suis de Marseille. Hein. Je pourrais être très chauvin en disant la France est le top. On a la meilleure sécu, on a le meilleur vin, la meilleure nourriture, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des énergies à Londres, il se passe des trucs qui ne se sont pas passés. J'ai vécu 5 ans à Paris, j'ai adoré Paris. Je me suis vraiment régalé. J'ai fait des rencontres extraordinaires à Paris. J'ai même un peu galéré, mais c'était de la bonne galère, tu vois. Quand je suis arrivé à Londres,
ça a été pour moi un électrochoc parce que j'ai tout recommencé à zéro. Et on va dire musicalement, ce que j'ai fait en 5 ans, j'ai la conviction que je ne l'aurais jamais fait en 15 ans en France. Pas parce que les Français sont pas fiables ou quoi, vraiment parce que je sais pas, est-ce que je me suis transformé moi émotionnellement, est-ce que je suis allé rencontrer des gens, est-ce que le truc c'est qu'à Londres, tu as la possibilité de pouvoir rencontrer des gens partout, de sortir tous les soirs, de rencontrer des musiciens, de rencontrer des artistes, de rencontrer des patrons de labels, des animateurs radio. Il y a énormément de petites, ce qu'on appelle des networking events, c'est des événements dans lesquels tu peux te présenter comme ça et puis faire du relationnel, tu vois. Et je pense que d'un côté, il y a eu je sais pas, toutes ces énergies en fait qui sont arrivées vers moi, et d'un autre côté, il y a aussi l'opportunité que je suis allé chercher. Et j'ai la chance de pouvoir connecter, tu vois, avec des gens comme ça. Alors qu'à Paris, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus individualiste. Tu vois, que le contact avec les gens était beaucoup plus difficile. Ici en Angleterre, c'était des trucs tout bêtes, même l'éducation musicale des gens ici n'a rien à voir avec la France. Une personne en France qui... Si tu me parles si tu me parles de cours de flûte au collège... Non, mais on va dire, une personne qui aime le hip-hop, elle aime le hip-hop. Tu vois, la plupart des gens que je connais ici, elles aiment la trance, le drum and bass, le hip-hop, elles aiment le rock, et puis elles aiment la musique classique. Enfin, c'est très anglo-saxon comme façon de penser. Les musiciens américains, d'ailleurs, pour ce que j'en sais, on pense comme ça aussi. Pour eux, il n'y a pas de style musical. Tu es musicien, tu aimes le classique, le jazz, le drum and bass, du hardcore, de la variété, de la soul. Tu es musicien, tu aimes la musique. Et puis même si tu n'es pas musicien, voilà, même si tu n'es pas musicien, tous les Anglais que je connais, ils ont tous au moins une fois dans leur vie touché un instrument. Une guitare, une batterie, une flûte, tu vois. L'éducation musicale ici en Angleterre, elle est vraiment dans la culture, tu vois. C'est vraiment la musique fait partie à part entière, tu vois, de l'éducation, de la culture ici en Angleterre. C'est impressionnant parce que je te donne un exemple tout bête. Lorsque on me demande en France, quand on me dit, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis bon, je suis producteur de musique. Alors, on me dit ah, t'es DJ, tu vois. En Angleterre, lorsque je réponds la même chose, je suis producteur, l'anglais va me dire ah ok, tu as fait quoi, est-ce que on peut te trouver où, est-ce que tu as un SoundCloud, est-ce que tu as un Mixcloud, est-ce que tu as un iTunes, est-ce que tu as un machin et tout. Et là, je me sens, tu sais, les poches vides. Je dis oui, j'ai tout ça, mais je m'attendais, tu vois. Mais il y a, en fait, c'est même pas vide de sens. Ils sont vraiment intéressés, tu vois. Et ça m'a choqué dans le bon sens du terme, en me disant putain, mais en fait, ici en Angleterre, je peux vraiment, entre guillemets, vendre ma musique et me vendre en tant qu'artiste, parce qu'il y a un intérêt vraiment, peut-être, pour ce que je fais, tu vois. Tu vois, et les gens ici, enfin dans le milieu musical, marchent vraiment les mains dans la main. Comme je te disais, on se rend des petits services comme ça, tu vois. On se tire pas des bâtons dans les roues, et le succès d'une personne fait le succès d'une équipe, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te disais, collectif. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais que comme je te disais au tout début, les énergies sont complètement différentes ici à Londres, tu vois. Donc ça te donne un petit peu une idée, et puis une idée de mon état d'esprit en fait ici. Je me suis vachement ouvert, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Écoute, j'aurais encore quelques questions à te poser avant de parler du confinement. Ouais, ok. Ceci dit, on a dépassé 14h30, et à 14h30, c'est de la question d'Oscar. Je te laisse en compagnie d'Oscar et de sa question, dont d'ailleurs nous reparlerons après, une fois que tu y auras répondu. Je te laisse en sa compagnie. Coucou Oscar. Je m'appelle Oscar Lastar, j'adore tout ce qui est artiste, et que je suis un artiste aussi. T'es un artiste, toi? Ouais. Bah, il essaie de jouer de la guitare, mais moi, il n'y arrive pas. Oh alors, j'ai une question, parce que, alors justement, ça va être difficile, parce que ça se trouve, c'est un vrai compte par rapport aux Français et puis en Angleterre, parce qu'ils sont différents, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ils sont différents, t'as vu? On va aller en Angleterre. Tu parles pas anglais? Oh merde. Donc, alors, ma question, c'est quoi? Ouais, alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que les DJ ne sont pas musiciens ni artistes? Alors, vas-y, argumente. Alors, surtout par rapport aux Français, parce que j'ai l'impression qu'eux, c'est complètement différent.
Alors, il y a des DJ qui ne sont pas musiciens et qui ne sont pas artistes. Mais tu as des DJ qui sont qui ont une oreille, mais qui n'ont pas la dextérité. Tu vois. Et puis tu as des DJ qui sont trop musiciens et donc du coup qui ne sont pas assez bons DJ parce que c'est trop musical. Donc, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais te donner l'exemple de David Guetta. Ok. David Guetta n'est pas musicien. Il le dit, tu vois, mais c'est un excellent chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir te dire, tiens, moi je veux une mélodie qui fait comme ça, qui fait la 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 la. Je sais pas la jouer, donc il va demander à une personne de la jouer pour lui, tu vois, et il saura exactement, voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc tu peux aujourd'hui, avec les moyens que tu as en 2020, tu peux te permettre de, on va dire, de passer outre le fait que tu n'es pas forcément musicien parce que tu as des outils maintenant en studio qui te permettent en un clic de faire un accord. Tu vois, donc la créativité est complètement différente au 21e siècle que ce qu'elle était on va dire, tu vois, au 20e siècle. Il fallait vraiment être musicien, avoir voilà, la fibre musicale, savoir au moins jouer d'un instrument, pouvoir produire de la musique, parce que le studio n'était pas du tout fait pareil. Aujourd'hui, Oscar, avec ton iPad, tu peux faire une chanson en 5 minutes et la vendre sur Internet en 5 minutes. Oh, Tu bah, vois. je vais faire ça alors, trop Ouais, voilà. Et donc, Ouais. donc l'inspiration n'est pas forcément, tu vois, dans la musique, dans la maîtrise d'un instrument, mais dans la recherche de sonorités, de boucles, ce genre de choses. Donc, et tu serais étonné de savoir qu'il y a, il y a beaucoup de très très grands DJ qui ne sont pas du tout musiciens. Mais par contre, tu vois, David Guetta, c'est l'exemple parfait que le succès d'un artiste, c'est le succès d'une équipe. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'est entouré des bonnes personnes, des bons guitaristes, des bons chanteurs, des bons musiciens, des bons claviéristes. Et il a porté cette équipe avec lui, tu vois. C'est un excellent chef d'orchestre et c'est une personne qui a tout mon respect parce que il montre justement que vous n'êtes pas musicien, les amis, c'est pas grave, vous pouvez quand même réussir. Regardez-moi, moi j'appuie avec un doigt et on se moquait de lui. Oui, mais demain, là, si je suis le quart de ce qu'il est, je serai très content. Est-ce que ça répond à ta question, mon Oscar? Ah oui, mais alors du coup, tu es artiste quand même si tu es DJ. Tu es un artiste parce que tu sais mixer, voilà, tout le monde ne peut pas faire ça. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, on n'est pas artiste. Un artiste, c'est une personne qui a du talent. Le talent n'est pas inné, le talent se crée. C'est-à-dire que c'est les années d'expérience qui font que une personne talentueuse, c'est une personne qui a bossé pendant des années, qui a fait des bêtises et qui a un petit peu aiguisé son outil, tu vois. Et le talent se crée, il n'est pas inné. Je crois d'ailleurs que c'est Jacques Brel qui disait ça. Et au même titre qu'un artiste, on ne naît pas artiste. On peut naître avec un certain don, tu vois. L'artiste, voilà, une personne qui fait un seul titre, même s'il a un numéro 1, mais qui demain n'existe plus, pour moi, n'est pas un artiste. Un artiste se compte sur les années, tu vois. Donc, en ce sens, je pourrais te dire, oui, je suis un artiste. J'ai toujours un petit peu peur de le dire parce que ça paraît un petit peu, comment on appelle ça, un peu trop, genre, je me la pète, tu vois. Mais oui, je pense qu'un artiste se compte sur les années. Et donc, un DJ qui joue en club depuis des années, il est un peu artiste quelque part parce qu'il crée quelque chose, il crée une émotion, il t'amène dans un univers, tu vois, il a un don pour la musique, il a un don pour trouver les bons enchaînements, ce genre de choses, c'est-à-dire que son piano, lui, c'est sa table de mix, tu vois, et puis il crée quelque chose qui est absolument unique. Donc, quelque part, c'est de l'art, c'est aussi de l'art, tu vois. Donc, oui, un DJ peut être un artiste, oui. Bah, merci pour tes réponses. Merci à toi, mon Oscar. On en saura plus sur les budgets. Et oui. Hein. Voilà. Alors, salut et à bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Bisous. Tu n'as rien dit, toi, comme d'habitude. Ouais, bisous, Ciboulette. Salut. Au revoir. Salut. Bisous. Voilà, c'était la question d'Oscar. C'est trop mignon. Qui d'ailleurs avait fait l'émission Culture & Co il y a quelques temps, et puis ensuite, voilà, à force de discuter, on a pensé que c'était peut-être une bonne idée que de lui proposer de venir poser une question quotidienne à notre invité du jour, une question surprise, toujours pertinente. Et aujourd'hui, en l'occurrence, voilà, cette question du DJ artiste. Je pense que c'est une image un peu ancestrale que de penser que les DJ ne sont pas des artistes, pour plusieurs raisons voilà, avec lesquelles tu as répondu très, très concrètement. Ok. Alors, parlons des réseaux sociaux. Ouais.
une question un peu brute, c'est-à-dire penses-tu que pour exister, il faut être sur les réseaux sociaux ou est-ce que mixer en club sans communiquer, sortir des titres, des remixes, produire des titres, je dirais soit en les vendant à une maison de disques, voilà, sans être sur les réseaux sociaux, est possible ou pas? Alors, réponse brute, je dirais non. Non, je vais essayer d'étayer. Les réseaux sociaux, c'est à la fois une chose extraordinaire, mais en même temps une prise de tête. C'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Exactement, une prise de tête dans le sens où quand on est trop connecté, on ne bosse plus dans la musique. Quand on bosse trop la musique, on n'est pas assez connecté. Les réseaux sociaux peuvent facilement devenir un boulot à temps plein, tu vois, et une drogue. Et ne pas suffisamment communiquer à l'heure du XXIe siècle, c'est pas forcément non plus la bonne solution. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y a 20 ans, il fallait aller dans on va dire le réseau social, c'était le club de vinyle, le magasin de vinyle. C'était là où tu rencontrais tes potes, où tu échangeais des avis, tu parlais politique, tu parlais de musique, tu parlais tout. Donc, c'était un petit peu le bistrot du coin, tu vois, le magasin de vinyle. Et tu restais facilement une après-midi complète. Tu écoutais une dizaine de vinyles, tu repartais avec 2 ou 3 vinyles. C'était le rendez-vous des copains, tu vois. C'était, voilà. Donc, et pour avoir, en fait, pour écouter des titres qui venaient des États-Unis, par exemple, quand il n'y avait pas encore Internet, il fallait aller dans ces magasins, aller choper ce qu'on appelle les imports, tu vois, qui venaient, tu vois, et les écouter, passer du temps. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tout cet univers-là, en fait, a disparu au profit des réseaux sociaux, au détriment, finalement, des petits bistrots du coin, tu vois. Et alors, c'est pas bien dans le sens où c'est vrai qu'on perd le côté un petit peu organique, tu vois, justement des rencontres, mais d'un autre côté, ça te permet de pouvoir découvrir des artistes dont tu n'aurais jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu Facebook, s'il n'y avait pas eu Instagram, ou même les plateformes telles que Spotify, ce genre de choses. Tu vois. Donc, il est absolument primordial d'être visible, d'être présent. Je ne crois pas que poster tous les jours ce soit nécessaire, mais choisir la bonne information et la poster au bon moment, je pense que le secret est là, en fait. Tu vois. Alors, on parle de réseaux sociaux et tu me parles de poster tous les jours. Ouais. Je ne peux pas ne pas rebondir sur le fait que pendant le confinement, on a vu Bob Sinclair mixer tous les jours, 1 heure. Voilà, il a fait ça avec à chaque fois une couleur, une session spécifique. Et je l'ai vu par la suite en interview où il expliquait que ça lui prenait en fait sa journée parce que le temps de préparation était quand même faramineux. Il allait chercher dans ses archives de quoi préparer son mix et tout ça. Donc, il valide un peu ce que tu dis en sens où il faut être présent sur les réseaux sociaux. On va parler du confinement, tu vas m'en parler aussi. En revanche, c'est vrai que là, il l'a fait, j'imagine, aussi par passion. Enfin, je veux dire… Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, toi alors, tu disais que Bob Sinclair, ça lui prend sa journée, c'est vrai. Il faut savoir un truc, c'est que Bob Sinclair, que je connais, il prépare tous ses sets. Il prépare tout, il fait ça super bien, et c'est un gros bosseur, Bob Sinclair. Le confinement, en fait, a montré que imagine ce confinement sans les réseaux sociaux. Tu vois, c'est vrai que plein de DJ que je n'avais jamais entendus, que je n'avais jamais vus sur scène, se sont mis à mixer dans leur chambre. Il y a eu plein de DJ en ligne comme ça, plein de prises de tête, notamment avec ce Facebook qui bloquait les DJ. Tu vois, pendant le confinement, je pense que Facebook aurait dû faire un effort en disant on va relâcher ces histoires de copyright, ce genre de choses, voilà. Parce que c'est vrai que quand tu fais un direct et que pour le plaisir, juste pas forcément pour je l'ai fait aussi, tu vois, mais ça avait plus été du partage, tu vois, en me disant les amis, coucou, je suis là avec vous, on est isolés, mais quelque part on se rapproche en même temps, et donc c'est du temps que l'on donne, tu vois, aux gens, pas forcément pour dire, vous avez vu, je suis un bon DJ, je le fais pas pour ça, tu vois. Et quand tu es bloqué par Facebook, tu dis les gars, enfin, je le fais gracieusement, tu vois, faites un effort, au moins pendant le confinement, tu vois. Donc, poster la bonne chose au bon moment, déjà pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est important. Mais je me rends compte que, je te donne un exemple personnel,
lorsque je mets une blague sur ma page personnelle de Facebook, j'ai beaucoup plus de succès qu'avec ma musique. Tu vois? Donc, on va dire Facebook, c'est pour les vidéos de chats, c'est pour parler de la politique, c'est pour de temps en temps mettre une petite blague. Et lorsque je parle un peu de ma musique qui finalement m'est chère, tu vois, je me dis, bon, c'est peut-être que si je monte mes fesses en même temps, peut-être ça marchera mieux, je sais pas. Donc, de temps en temps, c'est normal de se dire d'être un peu déçu par les réseaux sociaux, mais en même temps, la réalité des choses est qu'on est des millions et des millions et des millions, tu vois, sur les réseaux sociaux. On va pas forcément apparaître de suite sur la page, sur la timeline d'une personne. Donc voilà, il faut savoir un truc, c'est que plus les personnes like ton post, plus il apparaît dans la timeline des autres aussi, tu vois, ce genre de choses. Donc si les gens ne partagent pas, peut-être que peut-être une prod qui est aussi bonne qu'elle puisse être, passe à la trappe parce que juste au-dessus, tu as une vidéo de chat qui a été likée 3000 fois, tu vois. Donc, ça peut être aussi, tu vois, une petite prise de tête. Alors, tu as Instagram qui est bien aussi, tu vois, qui permet de poster des photos. Alors, elle a les avantages de sa limitation, cette plateforme, tu vois, parce que justement, ça évite d'avoir de poster des trucs trop politiquement engagés ou tu vois, des prises de tête, ce genre de choses. Donc, ça demande un petit peu plus de recherche au niveau du contenu. Pendant très longtemps, j'utilisais Twitter, qui j'ai l'impression est en train de mourir, mais que j'utilise quand même, tu vois, pour me donner la conscience tranquille, tu vois. Donc voilà, donc il y a tout ça. Puis après pour la musique, tu as SoundCloud, tu as après en tant que producteur, tu as Spotify, Deezer en France. Donc il est important d'être partout, tu vois. Mais je chercherai toujours le moyen de pas passer trop de temps dessus. Donc je vais essayer de trouver un moyen mécanique de pouvoir, lorsque je clique à un endroit, ça le poste partout. Voilà. Alors c'est beaucoup plus impersonnel, mais en même temps, ça me permet de pouvoir gagner de 2-3 heures et pouvoir finir un projet musical, tu vois. Et musicalement aussi, les réseaux sociaux sont super importants pour une raison, c'est que tous les jours, il sort des milliers et des milliers de titres. Si tu n'en parles pas, ton titre n'apparaîtra jamais sur. Il n'y aura pas de visibilité. Si tu n'as pas un fan qui te cherche et qui te suit régulièrement, et j'en ai pas 36 000, tu vois, mais si tu en as un, lui, il la verra. Mais si tu veux faire découvrir ta musique à des personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es obligé d'en faire la promotion, tu es obligé d'en parler, de faire en sorte que les amis vont partager ça pour essayer de ratisser large, parce que sinon, tu seras perdu au milieu d'une masse d'artistes qui ont sorti le même jour, à la même heure, l'autre prod, tu vois. Et donc on va dire là, je vais te parler de budget au niveau de la musique. Il y a 2 générations, ça coûtait très cher de produire de la musique parce qu'il fallait à tout près aller en studio. Il n'y avait pas les ordinateurs, tu vois. Le La Roche-Valmont, par exemple, qui est un titre de 1984, c'est quelque chose qui avait été enregistré sur bande. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Donc moi, j'ai reçu les versions digitales, mais c'était des bandes, tu vois. Et c'était à peine 30 ans, tu vois. Ça coûtait très cher parce qu'il fallait louer un studio, il fallait un ingé son, ça coûtait très cher. Comme je disais tout à l'heure à Oscar, aujourd'hui, tu peux produire une musique en 5 minutes sur ton iPad et la vendre en 5 minutes sur ton iPad. Donc, grosso modo, ça te coûte rien de produire la musique aujourd'hui. Enfin, ça te coûte moins, ça te coûte du temps, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce temps et cet argent que finalement tu ne dépenses pas dans la logistique d'une production, c'est-à-dire dans un ingé son, dans des musiciens, ce genre de choses, il faut la dépenser dans de la promotion, tu vois. Alors c'est un sujet à part entière, tu vois ce que je veux dire, mais dans les grandes lignes, il faut promouvoir sa musique, il faut passer du temps, mettre peut-être un petit peu de budget pour la faire apparaître un peu dans les timelines, tu vois, et puis tu te dis que si 1000 personnes la voient, peut-être qu'il y en a une dizaine qui vont cliquer dessus. Ça peut être un déclencheur. Tu as beaucoup d'artistes qui ont commencé comme ça, qui maintenant n'ont plus rien à prouver, mais il faut faire, il faut y passer. Il faut y passer malheureusement. Ok. On est arrivé au mois de mars 2020 avec la problématique que l'on a tous connue, à savoir le confinement. Tout à fait. En ce qui te concerne, à la fois à titre personnel et à la fois professionnel, comment tu as vécu cette période et comment tu la vis encore, parce que on est dans un déconfinement progressif quand même. Exactement. Alors professionnellement, l'Angleterre a mis le lockdown, enfin le confinement en route, je crois une semaine après que par rapport à la France. Bon, sans parler de ça, on va dire que tout a fermé d'un coup. Les clubs, les restaurants, tout. Je me suis retrouvé au chômage technique du jour au lendemain. Ma dernière soirée, je crois, date du 15 ou 16 mars, un truc comme ça, et depuis,
pas été rebooké. Tu vois. Donc, professionnellement, ça a été catastrophique est un petit mot. C'est-à-dire que le temps s'est arrêté. Tout a fermé, tout a fermé. Heureusement, personnellement, j'ai de l'argent de côté. Heureusement, tu vois ce que je veux dire. Je suis plus fourmi que cigale. Et heureusement que j'avais ça. Voilà, heureusement que j'ai ça, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles. Ouais, compliqué. J'en profite pour te poser la question, tu vas comprendre. Es-tu membre SACEM? Oui, je suis membre SACEM. Oui. D'accord. Je suis membre SACEM. Membre SACEM en tant que label, en tant qu'artiste, membre SCPP aussi. D'accord. Donc ça veut dire concrètement, ça veut dire que tu perçois des droits suite à la diffusion de certains de tes titres? Voilà, 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 exactement. Mais encore une fois, j'ai pas le numéro 1. Mais ça compte. Ça compte. Mais on va dire que mes principales sources de revenus, pour être absolument honnête avec toi, c'est le travail de studio et le DJing. Tu vois. Et il m'est arrivé certains mois de réinjecter du budget de mon DJing dans ma société pour pouvoir faire de la promo. Parce que, encore une fois, je ne suis pas Sony ou Universal, je suis un petit label très modeste. Tu vois. Et je ne suis pas le seul, on est des millions et des millions, on fait tout ça. Il n'y a absolument aucune honte à avoir. Et s'il y a des artistes qui se retrouvent dans la même situation que moi, c'est pas grave. C'est normal de temps en temps de réinjecter de l'argent. Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où tu produis, produire, c'est investir. En temps, en argent, en matériel, voilà, la production, c'est tout prendre à sa charge. Donc forcément, c'est une question financière. Et produire, c'est créer sans savoir si derrière tu vas avoir les rentrées pour équilibrer ou au mieux, évidemment, gagner de l'argent avec ce que tu produis. Donc évidemment, il y a un moment, il faut injecter des fonds. C'est ça. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, ça finit toujours par payer. Ça finit toujours par payer. Donc plein d'artistes avec lesquels je travaille de façon régulière aussi ont été également sont pris de plein fouet ce confinement. Et donc il y a eu des projets qui sont tombés à l'eau, même en studio, parce que beaucoup d'artistes comme moi vivent de leur booking, tu vois. Et ils utilisent donc leurs revenus de leur tournée, de leur booking, de leur résidence pour financer leurs projets, des personnes comme moi, pour faire toute la partie technique en studio. Donc, il y a eu des choses qui ont été heureusement que reportées. Voilà. Après, encore une fois, je me suis retrouvé un petit peu, tu vois, il y a des jours, je me dis, quand on me dit, Laurent, est-ce que tu as du temps en ce moment? J'ai plein de temps, tu vois. Et les personnes avec lesquelles je travaille de façon régulière, tu vois, depuis des années, et je sais très bien que je leur ai dit, écoutez, vous n'avez pas le budget, c'est pas grave, je vais le faire, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire pour l'instant, je vais le faire, on verra plus tard. Ce sont des personnes, tu vois, ce sont des artistes qui ont confiance en moi, en lesquels j'ai confiance. Et encore, pendant ce confinement, tu vois, il faut quand même, il faut marcher main dans la main, tu vois. Je vais pas leur dire, ah ben non, si t'as pas le budget, non, je bosse pas. Ils sont dans la même situation que moi, donc je suis pas l'autre côté producteur aussi, donc je peux comprendre, tu vois. Et donc, ça voilà, je me suis occupé. Tu vois, je me suis occupé. On a eu la chance, encore une fois personnellement, on a la chance d'avoir un climat relativement sympa ici à Londres. Je me suis remis au foot. J'ai fait des barbecues chez le voisin. Voilà, j'ai une fille qui a à peine 1 an, tu vois. Donc, on va dire que ça n'a pas été vraiment une punition pour moi. À part c'est vrai que le côté financier, le côté du business qui est complètement arrêté, mais je me dis que on est tous dans le même cas. C'est pas moi personnellement, ce n'est pas injuste dans le sens où on est tous dans la même situation. Il y a des clubs en France est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir en septembre parce qu'ils sont en galère, ils ont du staff. Moi j'ai la chance, je n'ai pas de staff, je n'ai pas d'employés, tu vois. Donc je suis pas le plus mal loti, on va dire, et ça n'a pas vraiment été une punition pour moi le confinement. J'ai passé du temps, tu vois, finalement à faire un peu de la musique, tu vois, à passer du temps en famille, voilà. D'accord. Ok, donc j'ai compris comment tu as occupé ton temps pendant le confinement. On est en période de déconfinement. Ouais. Et malgré tout, j'aimerais t'entendre là-dessus. L'avenir n'est pas forcément immédiat, en tout cas. Ouais. Il n'est pas forcément optimum et forcément très, très beau. Et voilà, j'aimerais comment toi tu perçois l'avenir dans les mois à venir. Alors moi ce qui m'énerve dans cette période de déconfinement, c'est pas
de savoir que ça va durer plus longtemps. C'est le fait de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune visibilité au niveau des échéances. Je te donne un exemple tout bête. Ici, j'ai appris que les clubs en France, la plupart des clubs devraient ouvrir en septembre. Tu vois, ici en Angleterre, on ne sait pas. Est-ce que je peux me permettre de descendre voir ma famille pendant 2-3 semaines dans le sud, tu vois, sachant que lorsque je remonte, je suis bloqué pendant 2 semaines. J'ai une quatorzaine de 2 semaines où je suis obligé de rester à la maison. Il y a des contrôles. Donc, tu vois, si pendant que je suis dans le sud, je reçois un appel et on me dit tiens, il y a ce nouvel club qui ouvre, machin, Laurent, on a besoin de toi pour une résidence. Ça me dérange pas de me prendre un petit billet retour vite fait pour rentrer sur Londres. Mais le truc, c'est que si je suis bloqué pendant 2 semaines chez moi, je perds le boulot. Et en période de déconfinement, enfin, dans cette période-là, tu peux pas te permettre de perdre un travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on me dit, il n'y a pas de boulot jusqu'en septembre. Tous les clubs, voilà, tout est fermé jusqu'en septembre. Au moins, je le sais. Au moins, je le sais. Et je sais que je peux me permettre de descendre 2-3 semaines. Quitte à rester enfermé, autant être enfermé, voilà, aller à la plage, aller voir les parents, voir les amis, la famille. Et même si je sais que j'ai 2 semaines où je suis bloqué à la maison, mais au moins j'ai le temps de voir, tu vois. Moi, je suis très, très organisé, donc je travaille par deadline, par échéance, comme ça, tu vois. J'ai un agenda que je regarde tous les jours, tu vois. Et le plus dur, donc encore une fois, comment je le vis moi personnellement, pour répondre à tes questions, donc c'est pas le fait de savoir que ça va réouvrir au mois d'août ou au mois de septembre ou même en octobre, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir d'informations claires, tu vois, qui est hyper frustrante parce que du coup, je suis là, j'attends, alors que je pourrais être peut-être à la plage, mais j'attends parce que peut-être que demain ça réouvre, mais on n'en sait rien, tu vois. Tu n'es pas le seul interlocuteur, je vais dire, le seul acteur culturel qui a tenu ce discours au cours des différents entretiens que j'ai fait dans Culture & Co, à savoir que ne pas avoir de visibilité, d'échéance, de savoir quand l'activité va reprendre, parce que par exemple un producteur qui dit ok, on ouvre les vannes en septembre, en octobre, en novembre, il faut le temps de préparer la production, d'ouvrir les billetteries, lancer la communication, tout ça. Bon, même principe pour toi. Effectivement, cette notion, par exemple, de quatorzaine est une vraie contrainte. Si on t'appelle demain pour bosser, et j'ai comme ça plein d'exemples, un président de fédération des comités organisateurs de festivités qui dit, mais voilà, tout ce qui a été annulé cet été, si on réouvre au mois de septembre, les comités des fêtes doivent s'organiser pour appeler un DJ, pour appeler, je sais pas moi, une fanfare, pour appeler un magicien ou tous les prestataires. Voilà. Donc, effectivement, cette notion de visibilité, c'est un peu le deuxième effet qui se coule dans le mauvais sens du terme, à savoir que non seulement la culture a déjà été impactée par le fait de l'arrêt de son activité, mais en plus, on ne peut pas se projeter, préparer l'avenir, parce qu'on ne connaît pas les échéances de fin de cette période. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Bon. Ok. Quoi qu'il en soit, ça finira bien par s'arrêter, se tasser un jour. À ce titre, est-ce que ça veut dire que, un peu comme tu disais tout à l'heure, mais voilà, peut-être plus précisément maintenant, est-ce que tu as des projets sous le coude? Est-ce que tu as des demandes? Est-ce que on t'a déjà dit, écoute, on va attendre un peu, nous on a le projet de faire ça, voilà, on va peut-être attendre, c'est peut-être pas le moment parce que personne ne va en vouloir. Donc, premier volet de ma question. Deuxième volet de la question, tu m'as dit travailler aussi un peu pour des majors, faire de la sous-traitance, tu es prestataire pour eux. Comment tu sens cette activité? Est-ce qu'elle est en arrêt complet? Est-ce que tu as encore des demandes? Est-ce que tu penses que tu vas en avoir? Enfin voilà, parle-moi de l'après et des choses qui pourraient arriver. D'accord. Alors, donc, pour répondre à ta première question, oui, il y a des projets qui sont en suspens. Notamment, comme je te disais tout à l'heure, je fais partie d'un groupe de rock aussi. On avait prévu cet été de tourner des clips, de finir des projets. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à distance, mais encore une fois, le côté organique dans la création musicale, tu sais, est super important parce qu'on est un groupe, on est vachement soudés. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, tu vois. Il faut que je vois les personnes. Donc, il y a ces projets-là qui, du coup, qui ont été reportés. Moi, j'ai sorti un titre house il y a 2-3 mois de ça. Et j'ai envie de faire une promo dessus, tu vois, de la promouvoir et surtout donc du coup de la distribuer en fait à des DJ, à des producteurs influents qui tournent, tu vois, partout. Mais ces personnes-là, pareil, n'ont pas de booking. Donc, si j'envoie la promo maintenant, je risque d'utiliser une cartouche pour rien.
Ouais, tu vas la cramer. Je vais la cramer parce que du coup, ils vont me dire c'est top, mais on ne peut pas la jouer en club parce que pour l'instant, les clubs sont fermés. Donc c'est compliqué. C'est un titre qui aurait peut-être pu tourner, je ne sais pas. Encore une fois, je touche du bois, peut-être à Ibiza cet été. Mais la plupart des clubs de Ibiza sont fermés. Donc j'attends, je me dis qu'est-ce que je fais. Je l'envoie quand même peut-être pour des playlists Spotify, tu vois. Les gens n'ont pas forcément, enfin les DJ n'ont pas forcément beaucoup d'argent du coup parce que les résidents, parce qu'ils n'ont pas de boulot, tu vois, donc ils n'ont pas forcément non plus le budget pour pouvoir acheter des titres, tu vois. Donc ça c'est pareil. Encore une fois, c'est hyper frustrant de me dire qu'est-ce que je fais. J'ai ce titre-là, il est vraiment bien. J'ai vraiment envie d'en faire la promo, mais j'attends le bon moment. Et ça fait 3 mois que j'attends le bon moment. Donc ça c'est le premier truc. Au niveau de l'après. Heureusement, j'ai encore des projets, alors des petits trucs, du mastering pour des titres. Voilà. Donc, j'ai eu quelques projets très sympas pendant le confinement. Donc ça continue parce que il y a des titres qui ont on va dire une vocation enfin, uniquement online, tu vois. Donc, il y a pour du Spotify, pour du YouTube, ce genre de choses. Les majors sont très intelligentes. Elles ont souffert de ce confinement, mais en même temps, elles ont profité de ce confinement en disant on va mettre plein de choses en ligne et on va monétiser d'une autre façon. Tu vois. Donc, j'ai travaillé sur d'autres projets comme ça. Et personnellement, moi, alors, il y a donc ce projet de La Roche-Valmont qui va sortir très bientôt. Donc, voilà, le remix de Talou Coco. Donc, il y a 2 versions. J'ai fait 2 versions. Alors, parle-moi de ça 30 secondes. Ouais. Comment est né ce projet? C'est une demande? C'est une commande? Tu l'as rencontré? Comment ça s'est fait? C'est une demande d'un producteur, qui s'occupe on va dire, du 30e anniversaire ou 35, ouais, c'est officiellement le 30e anniversaire de ce projet. Et il m'a dit, on veut du nouveau vieux, c'est-à-dire le côté old school, disco, machin, avec la touche Laurent Charc, donc avec un format un peu plus sympa. Et donc, ce producteur avait déjà écouté ce que j'avais fait dans le passé. Et il m'a dit très gentiment, tu étais la personne la mieux placée pour pouvoir bosser sur un remix pour La Roche-Valmont. La Roche-Valmont d'ailleurs qui a adoré mon travail, donc ça fait super plaisir. Voilà. Et donc j'ai fait 2 versions différentes. Encore une fois, j'ai fait la bêtise de faire un titre, enfin une version qui me plaît mais que je peux pas jouer en tant que DJ. Et donc j'ai fait une deuxième version qui me plaît toujours mais que je peux jouer en tant que DJ. Ça veut dire que tu as eu carte blanche? Tout à fait, carte blanche. Ouais. Aucune directive musicale sur un tempo, sur une couleur, rien du tout. C'est complètement carte blanche. Et donc ça a été un coup, ça s'est super bien passé. J'ai été inspiré. J'ai passé du temps dessus. Parce que c'est un titre qui est quand même extraordinaire, tu vois. Et donc, mais voilà, j'ai bossé, voilà, je pense, 4-5 jours dessus au moins. Alors que normalement, un remix me prend, on va dire, maximum 2 jours, tu vois, mais j'ai vraiment voulu faire ça bien, tu vois. Voilà, j'ai soumis la première démo, puis la version finale, et ils m'ont dit c'est super, génial. Alors, sans rentrer dans le secret des dieux, je vais appeler ça, mais est-ce que tu peux expliquer tout à chacun, un grand public, en utilisant des termes, on va dire, génériques? Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu refais le titre? Ça veut dire que tu prends la chanson, tu en changes les sons, tu refais la basse, tu découpes, tu refais la structure. Concrètement, c'est quoi le travail? Alors, je vais te prendre l'exemple de ce titre-là. J'ai reçu le projet complet, en fait. Donc, c'est-à-dire que si je prends toutes les pistes qu'on m'a envoyées, et que je les mets donc sur les autres, j'ai la chanson originale. Ah oui, d'accord. On t'a envoyé toutes les pistes originales du titre. Voilà, donc les fameuses bandes, tu sais, les fameuses bandes. Bien sûr. Tu vois, voilà. Donc j'avais le projet original. Quand je travaille sur un remix, en général, je n'utilise que les voix et je recrée toute la musique derrière. Donc ce sont des nouveaux claviers, c'est des nouvelles basses. La version, mes versions à moi sont légèrement différentes au niveau de la structure parce que les formats ont changé. Tu vois, les formats ont changé. Aujourd'hui, à la radio, c'est 3 minutes 30. À l'époque, tu pouvais te permettre de faire une version de 4 minutes. Bien sûr. Donc voilà, donc il fallait respecter un format actuel de façon à pouvoir espérer d'avoir une rotation radio, tu vois, une programmation radio. Mais j'ai utilisé que les voix et j'ai respecté à la fois on va dire les accords originaux, mais j'ai rajouté aussi une petite touche personnelle, tu vois. Et la ligne de basse hyper funky, voilà, tout le reste, la rythmique, tout est créé à 100%.
D'accord. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça va sortir? Tu as une date? Alors, courant juillet. Courant juillet, je le saurai d'ici quelques jours. Je pense que ça va sortir fin juillet. Je crois aux alentours de la 4e semaine de juillet. Ok. Voilà. Et donc, il y a ce projet-là. J'ai un autre single aussi, très funky, à mi-chemin entre du Bruno Mars et du Justin Timberlake. Donc voilà, très très fun, qui s'appelle New Reason, que j'ai joué du coup pendant mes DJ sets de confinement, que j'appelais confinement house party, que j'ai pu tenter, que j'ai pu, tu vois, pour essayer de drainer un petit peu de l'attention, tu vois, puis savoir si les gens aiment ou pas. Je suis en train de bosser sur une version, encore une fois, moins radio, formaté radio et plus formaté pour mes DJ sets à moi, tu vois. Voilà, donc que je vais sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc, mais pareil, c'est toujours pareil, j'attends le bon moment, tu vois. D'accord. Voilà. Je reviens sur ton activité de mixage et mastering. Oui. Tu as des demandes uniquement pour ce que je vais appeler de façon générique de la musique électro, ou est-ce qu'on t'a déjà demandé de mixer et de faire un mastering sur un groupe plus variété, ou pourquoi pas pop rock, et on te dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de travailler là-dessus, mais vraiment sans changer la couleur musicale, juste en faisant du mix, c'est-à-dire travail de balance, travail de couleur de son, mais pas en ajoutant du beat électro, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Est-ce que tu as déjà ce travail-là, ou est-ce que vraiment on vient te chercher pour vraiment une couleur plutôt électro dans ce Alors, travail? lorsqu'on vient me chercher pour une couleur plutôt électro, c'est quand on me demande d'avoir aussi de rajouter une petite touche d'arrangement. Ouais. C'est-à-dire, donne-nous un petit peu le son, Laurent Charc. Voilà. Mais pendant cette période de confinement, j'ai bossé sur un artiste sur un single hip-hop. J'ai bossé sur un titre très trap avec des grosses basses. J'ai bossé sur 2 titres rock, d'un groupe de rock ici basé à Londres. J'ai bossé sur un titre instrumental avec de la symphonie, un gros orchestre symphonique avec des voix, que j'ai d'ailleurs réarrangé en rajoutant des instruments symphoniques que j'ai ici en studio. Très très bon truc. J'ai bossé sur un titre où on m'a demandé tout simplement de refaire des claviers. On m'a dit tiens, je suis un titre rock, un slow rock, et l'artiste m'a dit écoute, moi je suis très mauvais au niveau du piano. Voici les accords. Est-ce que tu peux m'enregistrer un orgue et des claviers? Voilà, donc il m'a filé la session, donc j'ai enregistré ça sur mon clavier qui est ici, là. Voilà, ici, mon petit Yamaha. Et donc j'ai envoyé les pistes. Donc il y a ça aussi, tu vois, ce qu'on appelle un travail de musicien de session. Tu vois. Voilà. Donc ça a été hyper varié pendant ce confinement. Ne serait-ce que pendant ce confinement et tout le reste de l'année, dans tous les cas, c'est quand même très varié. Quel que soit le style musical. Quand j'ai commencé, sur Paris, il y a 20 ans, je mixais de la variété, tu vois, donc plutôt rock, plutôt variété française, ce genre de choses. Le côté électro, c'était pour moi, pour ma propre personnelle, tu vois. Et si tu réécoutes les trucs que j'ai fait il y a 20 ans, c'est horrible. Dans mon studio, j'ai trouvé des CD d'il y a 20 ans, de trucs que j'ai fait il y a absolument pas de genre 2000-2001. Et je réécoute ça avec beaucoup de. Alors, je me dis, il y avait des bonnes idées, mais par contre, c'est donc voilà, donc c'est varié, et je veux dire, c'est très bien comme ça, parce que je vais te dire quelque chose qui est super important, c'est que j'ai appris énormément de choses dans le rock que j'ai mis à profit dans un titre de hip-hop, et inversement, j'ai appris énormément sur le côté symphonique et le secret des harmonies, surtout quand tu as plein d'instruments, comment harmoniser sans dissonner, et ça m'a donné énormément d'idées pour diriger une chanteuse. Tiens, au niveau de ta voix, tu vas me faire cette harmonie-là, on va la tenter, parce que j'ai bossé sur un titre qui faisait ça, machin tout, on tente, peut-être que ça ne marchera pas. Et je me suis rendu compte que, et c'est ça qui est beau dans la musique, parce qu'au final c'est un langage universel, c'est que plein de toutes ces influences en fait m'ont aidé. Chaque courant musical, en fait, dans mon travail, a aidé à notre courant musical. Ça apporte quelque chose, bien sûr. Et récupérer des idées comme ça, tu vois, dans le hip-hop, dans la façon de bosser une grosse basse que j'ai rajoutée sur la prod symphonique à la fin, où il y a un gros boom, avec un traitement sonore bien particulier que j'avais récupéré une idée que j'avais récupérée sur le titre hip-hop que j'avais mixé justement. Et c'est hyper cohérent et ça marche super bien. Donc voilà. Donc c'est très bien que j'ai eu toutes ces demandes, parce que ça me permet aussi en tant que pas forcément en tant qu'ingé son, mais en tant qu'artiste, d'apprendre énormément en fait de tous ces gens. Dernière question, l'aspect, on va dire aujourd'hui, dématérialisation de la musique,
la numérisation, tout ça, facilite-t-elle pour toi ton réseau ou les demandes peut-être, ou tes collaborations aussi internationales? Alors, oui, surtout à l'époque de MySpace. MySpace me manque, tu peux pas savoir comme ça me manque MySpace, que MySpace m'a permis de travailler et de rencontrer des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Ça a drainé du business pour moi, MySpace, beaucoup plus que Facebook. Donc, le côté dématérialisé, comme je disais, ça permet de pouvoir rencontrer des personnes d'autres horizons, de découvrir leur musique, d'être inspiré, de pouvoir, en général, voilà, pourquoi pas travailler sur des remixes, ce genre de choses. Pour ma création personnelle, quand je travaille un mix d'un artiste, je veux que la personne soit avec moi en studio. Pour deux raisons, c'est que tu touches à son bébé en fait. Tu vois, et quand tu travailles du mix, quelque part tu arranges un petit peu la production, tu vois. Et moi, je veux que la personne soit avec moi, qui a un contact, voilà, qui a ce genre de feedback, tu vois, instantané, ponctuel, de suite en disant non, j'aime pas cette reverb, parce que si je suis livré à moi-même pour un remix, c'est pas un problème, parce que voilà, c'est un remix signé Laurent Charc. Pour un mix, l'artiste a des idées, mais n'a pas forcément les mots. Donc, travailler avec cette personne-là, déjà, tu gagnes du temps, qu'il n'y a pas des allers-retours comme ça, tu vois. Donc, il y a des projets en ce sens pendant le confinement que j'ai refusé parce que j'ai dit à des artistes, j'ai dit, attendons qu'on se déconfine et on bossera main dans la main ensemble dans le studio. On va gagner beaucoup plus de temps que pendant le confinement. Donc, il y a le côté dématérialisé, comme tu disais, c'est bien pour un tas de choses. Quand il s'agit de ce type de tâche, tu vois, en studio, ou pour ma production à moi, rien ne vaut le fait qu'on est ensemble dans le studio. Tu vois, il y a des personnes avec lesquelles j'adorerais travailler, des chanteurs hallucinants, mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas que la personne bosse dans son studio toute seule, m'envoie les voix et que je sois obligé de les utiliser alors qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, il y a des nouveaux moyens maintenant. Il y a des nouveaux moyens, notamment avec mon logiciel Cubase, par exemple, ou d'autres trucs qui s'appellent Jam Kazam, qui permet de pouvoir faire des sessions d'enregistrement comme ça à distance. Un peu comme ce qu'on fait toi et moi. Tu vois, donc il y a un feedback qui se fait de façon instantanée en disant tiens, c'est joli, mais est-ce que tu peux la chanter de façon comme ça, ou je te donne des idées, voilà. Donc peut-être que c'est le futur, peut-être que il va falloir que je m'y mette aussi, tu vois. Ouais, j'allais te le dire, je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu penses que, on va parler pour la production musicale, alors je mets là-dedans du mix, du remix, tout ça, la création. Hein. Est-ce que cette notion de confinement et d'avoir eu à travailler chez soi, et donc peut-être la nouvelle technologie qui va le permettre, va changer, à ton avis, cette production musicale? Je pense que ça va changer la donne, et d'ailleurs je l'ai vu parce que j'ai reçu par mail, par exemple, plein de mails de plateformes qui permettent aux gens de faire de la collaboration comme ça à distance. Même avant le confinement, j'ai reçu par exemple dans mon émission de radio des artistes qui ont collaboré ensemble et qui ne se sont jamais rencontrés. Donc ils bossent sur leur projet, ils mettent ça sur une plateforme de partage. La personne le récupère, ou le projet, fait les modifications, et ils bossent comme ça en tandem à distance. Et j'ai eu un tas d'exemples de collaborations comme ça, de deux DJ producteurs qui ne se sont jamais rencontrés. En général, c'est parce qu'ils habitent trop loin l'un de l'autre, mais ils ont quand même envie de collaborer ensemble. Je pense que ce confinement a été une grosse opportunité pour beaucoup de sites comme ça, qui ont permis, qui vont permettre, et je pense que ça va changer la donne, parce que c'est tout bête. Les gens se refusent de travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles habitent pas à côté, tu vois. Alors qu'elles pourraient faire des miracles ensemble si elles pouvaient avoir la possibilité de pouvoir se parler comme on le fait toi et moi, et d'avoir un moyen de pouvoir partager un projet, tu vois. Voilà. Donc il y a des choses qui se font. Moi, par exemple, j'ai fait un jam, une session de jam comme ça avec mon groupe de rock il y a 1 mois et demi, comme ça. On était tous avec nos instruments. Alors j'y croyais pas trop parce que tu as toujours de la latence. La latence, j'allais te dire. Écoute, c'est hallucinant ce que font les gars maintenant. Tout est hyper optimisé. Il y avait quelques soucis de latence, machin et tout, mais on a pu, on va dire, faire une chanson ensemble. On a pu faire une chanson ensemble sans latence et être carré dans le. Et je me suis dit, c'est impressionnant. Et c'est ce qui m'a fait changer d'avis par rapport au côté, tu vois, online de la collaboration. Avant cette expérience-là, j'y croyais pas encore, tu vois. Mais si on me dit que on va être confiné encore pendant 6 mois,
Il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que je m'y mette parce que un confinement de 9 mois, ça commence à faire lourd. Tu vois. Voilà. Donc, donc oui. Donc peut-être que c'est le futur. Peut-être que c'est une opportunité. Peut-être que tu sais, il y a un truc dont je me suis rendu compte pendant ce confinement, c'est que plus les gens étaient isolés, plus ils se sont rapprochés. Connecté. Ouais, plus ils se sont rapprochés. Je me suis mis à dire bonjour à des voisins dans mon quartier, dans lequel je vis depuis 10 ans, auxquels je n'avais jamais dit bonjour avant, parce que j'avais l'impression de des opportunités lorsque je leur disais bonjour. Et là, voilà, on se parle, tu vois. J'ai eu des amis au téléphone que j'avais pas eu depuis plusieurs mois. Et je me dis que c'est dommage qu'il ait fallu un confinement pour que les personnes se connectent et se rapprochent finalement. Ouais, c'est sûr. Et je pense que dans la musique, il s'est passé un petit peu la même chose, et je pense que ça va continuer. Ok. Voilà. Bien, Laurent, je ne te laisserai pas partir sans te poser les 10 petites questions de fin rituelles de Culture Info auxquelles je vais te demander de répondre sans réfléchir. Alors, je tiens à dire que tu me les as pas données, ces questions, je ne les connais pas. Non, évidemment, à chaque fois, l'invité ne connaît pas les questions, mais tu vas voir, ça vole pas très haut. Mais c'est toujours marrant d'entendre la réponse à ces petites questions qui sont maintenant rituelles dans l'émission. Vas-y. Et je commencerai donc par la première. Thé ou café? Café, à fond. Ouais, aïe, aïe. Du soir ou du matin? Du soir. Les Beatles ou les Rolling Stones? Ah, les Beatles. La petite maison dans la prairie ou la croisière s'amuse? La croisière s'amuse. Tu es plutôt série ou plutôt film? Plutôt film. Johnny Hallyday ou Miley Cyrus? Johnny Hallyday. Beurre ou margarine? Beurre. Mer ou piscine? Mer. Brad Pitt ou Alain Delon? Alain Delon. Culture Co ou Vivement Dimanche? Ah, Culture Co. Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que j'adore Drucker. Oui, et puis je te souhaite de faire Vivement Dimanche quand même. Je vais te dire un truc, Culture Co parce qu'il a toujours pas répondu à mon invitation. Voilà. Bon, ok, merci à toi, Laurent Charc, d'avoir participé à Culture Co. J'étais content de m'entretenir avec toi. Je crois que tu es, oui, le premier artiste qui n'est pas sur le territoire français avec qui je m'entretiens. Ah ben, voilà. Donc, évidemment. Fais un vœu. Je vais faire un vœu. Donc, encore une fois, merci à toi d'avoir participé. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous finirons Culture Co, cette première saison de Culture Co lundi prochain. Sauf erreur de ma part, nous serons le 6 juillet avec un invité que je vais définir comme important, mais dont je dévoilerai le nom un petit peu plus tardivement cette semaine. Ça m'a été validé hier. Voilà, évidemment, tous les jours à 14h en direct sur Facebook. Et puis on reprendra à la rentrée de septembre, aux alentours de la deuxième quinzaine de septembre, avec une petite section supplémentaire avec un petit journal d'information qui séparera la deuxième et troisième partie de l'interview dans Culture Co. Merci à toi, Laurent. J'espère à très bientôt. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, Michael. Merci pour tout. Et puis à très bientôt. À très, très vite. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.